S'il y a un nom qui incarne le journaliste français, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach. Merci. Les rives de la mémoire. Dans les éditions bouquins. C'est un bouquin incroyable, Jean-Pierre, parce que les rives de votre mémoire, évidemment, c'est la mémoire du siècle, c'est la mémoire des livres, c'est la mémoire des hommes et des femmes qui ont conduit l'histoire. Et vous étiez toujours là. Et vous dites, au fond, toute ma vie, depuis mon enfance à Oran, c'était la curiosité. Exactement. Je suis né curieux. Et j'ai continué, comme je dis à la fin du livre, tout compte fait, je ne me suis pas guéri de ma curiosité. Oui. Elle a été depuis l'enfance. C'est elle qui m'a conduit au journalisme et pas l'inverse. Et la curiosité, le travail et peut-être un peu de caractère expliquent la longévité dans le métier. Et j'ajouterai une passion pour ce qu'il y a de plus haut dans notre métier. Alors, il y a différentes façons de faire le journalisme. Mais moi, on me considère peut-être à tort comme un journaliste politique. Je suis un journaliste qui a fait de la politique en interrogeant énormément de gens ici et à l'étranger. Mais je suis un journaliste tout-terrain avec presque une préférence pour les livres, pour la culture, et j'ai fait beaucoup pour les scientifiques, les artistes, Oui, et souvent inconnus. Oui, mais en même temps, en lisant ce livre, on est comment dire, ébahi, parce que vous êtes toujours là, tout ce qui se passe, vous êtes avec De Gaulle, vous êtes avec Mitterrand quand il doit décider de choix stratégiques pour la France, vous êtes là quand des grands bouleversements de l'histoire arrivent, vous êtes toujours là. Oui, mais quand il y a une grève à la gare du Nord, avec des gens qui se plaignent, je suis là. Quand il faut descendre sur un sous-marin nucléaire, je suis là. Oui. Quand il faut aller en Afghanistan, je suis là. Il n'y a pas que les fauves de la politique. Mais c'est vrai que le pouvoir m'a toujours intéressé parce que j'essaie de comprendre qui décide. Pourquoi on décide? Quels sont les rapports de force entre ceux qui ont les responsabilités? Qu'est-ce qui fait qu'on a le courage ou pas de prendre des décisions impopulaires? Qu'est-ce qui fait que quelques-uns transgressent les conformismes, les modes, les consensus et qui prennent des décisions avec une vision de long terme? Ça m'a intéressé. Oui. Mais je réponds aussi que le pouvoir, il m'avait tellement aimé. Le pouvoir, il s'est arrangé, quels que soient les présidents, à me mettre à la porte, que ce soit le général de Gaulle, que j'avais suivi pendant 5 ans pourtant, que ce soit Giscard d'Estaing, que ce soit François Mitterrand et Chirac-Juppé. Plutôt Juppé que Chirac. Donc, il n'y a rien à dire. Et puis, je veux ajouter quelque chose qui me tient à cœur et qu'on ne sait pas ou ne veut pas entendre. C'est que j'ai passé presque plus de temps, ou autant de temps, avec des gens qui avaient le pouvoir et qui sont vidés, qui sont écartés du pouvoir, parce que cela, du jour au lendemain, les courtisans qui s'agenouillaient devant eux pour les voir, dès que les lumières sont éteintes, se barrent. Et ils retrouvent la solitude et parfois la tristesse ou le drame de vivre tout seul, etc. Ceux qui le méritent. Et donc, il m'est arrivé d'être aux côtés d'un certain nombre de gens qui ont perdu leur responsabilité. Mais ce qui est incroyable, je vais parler d'Oran, et le livre commence par ça, parce que le secret, ou qui est Jean-Pierre Elkabbach, qui est vraiment ce personnage que j'ai en face de moi, c'est peut-être là-bas qu'on va trouver le secret. Ce secret de ce petit gamin qui est sur un balcon et qui regarde la rue, qui regarde les gens et qui voit un jour des fumées et des attentats arriver dans sa ville. Oui, mais avant de voir les attentats, il regardait de sa terrasse le théâtre municipal qui était avec sa terrasse juste au-dessous. Et je voyais les comédiens, les chanteurs répéter avant d'aller jouer. Mais moi, je n'ai regardé que là parce que je n'avais pas de sous pour entrer au théâtre. Et d'autre part aussi, j'étais au 5e étage et au loin, là, il y avait l'horizon et c'était la Méditerranée. Et je voyais les bateaux arriver, devenir de plus en plus gros vers nous. Ou les bateaux devenir de plus en plus petits qui disparaissaient. Oui. Je me dis, moi, je passerai de l'autre côté. Oui. Et puis vous disiez, votre père était dans l'un de ces bateaux. Oui, quand il allait et venait, on allait le chercher au port. Mon père s'intéressait beaucoup au foot, un peu dans sa première vie à Marseille, et ensuite à Oran, où il est devenu un des responsables, le vice-président de l'Union sportive musulmane d'Oran. C'est-à-dire que toute mon enfance, j'ai vu des Algériens chez moi. Oui. Et j'assistais à cette coexistence entre les Algériens qui n'avaient pas le droit encore de porter ce nom d'Algérien, mais les musulmans, les Arabes, mais les Algériens et les autres, y compris les Juifs. Et donc,
pour tout ce qui a suivi dans ma vie, la guerre d'Algérie, le conflit du Proche-Orient, je respecte l'autre partie, quelle qu'elle soit. Parce que je sais que des deux côtés, il y a la violence que je déplore. Mais en même temps, l'enfance m'a fait comprendre parfois la proximité des uns et des autres, les possibilités, si on sait faire, de coexistence entre j'ose pas dire les communautés, et en tout cas vers la paix. Oui, oui. Et je suis encore un tout petit peu idéaliste. Oui, oui, ben vous avez fait un jour citoyen d'honneur d'Oran, ce qui vous dit que c'était un grand jour. Évidemment, vous pensiez à votre papa qui est mort subitement. Mais je pensais aux Pieds Noirs qui avaient souffert de la guerre, aux Harkis qui, à la fin de la guerre, ont été à un moment abandonnés. Et je pensais que, j'ose pas dire que je portais sur mes épaules à la fois le sacrifice de toutes ces personnes, et en même temps, je portais les ambitions et l'espoir d'une réconciliation. Oui, et justement, parce qu'au fond, on sent que c'est ça aussi qui va vous amener au journalisme, ce sens de la justice, ou plutôt de la haine, de l'injustice. C'est exactement ça que je découvrais d'abord à Oran. Peut-être que j'ai été injuste avec Oran, mais je me suis calmé, j'étais très dur, parce qu'il y avait là tout ce qui me donnait envie de partir. Par exemple, j'avais une tante chez qui le jeudi, j'allais chercher un peu d'argent, le peu qui restait de l'héritage de mon père. Et parce que là, j'ai connu une forme de, je ne sais pas comment on dit, précarité ou de pauvreté. J'allais chez ma tante chercher le jeudi de l'argent. Et quand j'arrivais, sa bonne, qui était algérienne, disait, avant que j'arrive, ou quand j'étais là, « Madame, il y a 3 hommes et un arabe qui arrivent. » C'est-à-dire que l'arabe, il n'était pas considéré comme un homme. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Et la manière de traiter les femmes. Et là aussi, je veux dire, il y a une continuité dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. La cause des femmes, j'ai envie de dire qu'elle est née là aussi. La manière dont elle est méprisée. Presque plein de sujets. Là, l'intérêt pour les sciences. J'avais de l'asthme quand j'étais gamin. Et il n'y avait pas de produit pour nous guérir. On ne savait même pas ce qu'était l'allergie. Mais peu à peu, j'ai vu qu'à travers les chercheurs, on a trouvé les moyens de nous soulager davantage. Donc j'ai un respect pour les sciences. Quand j'étais patron d'Europe 1, président, j'ai lancé un programme de 10 ans sur le cerveau. Presque toutes les émissions avaient, dans une semaine, des chroniques sur le cerveau. Il est vrai que quand je suis parti, au bout de 3 ans, les successeurs, comme ça se fait, ont coupé l'idée, et puis c'était fini. Mais je veux dire, il y a une sorte de cohérence dans ce que j'ai essayé de faire. Alors évidemment, je parlais de cette guerre d'Algérie qui arrive, et qui vous rattrape dans cette vie justement dont vous parlez. Vous ne cachez pas que vous ne comprenez pas l'OAS, vous ne comprenez pas le tempérament colonial de la France. À l'époque, oui. Et puis il y avait une armée, ou une partie de l'armée que je détestais, qui me faisait peur. C'est l'armée des paras, les tortures, etc. Certes, qui avait gagné la bataille d'Alger contre le terrorisme, il y avait cette lutte terrible. Je préférais le général Bollardière, qui avait choisi de démissionner de l'armée parce qu'on torturait, ou d'autres, où à l'époque, qui nous a formés, c'était Mauriac, c'était Camus, c'était Jean Daniel, c'était François Giroud, c'était surtout aussi Mendès France. Et on était à côté d'eux. Mais avec le temps, j'ai compris les problèmes de la défense de la France. Et après la guerre, en 62, le général de Gaulle change complètement l'armée, crée la dissuasion nucléaire, que j'ai toujours soutenue parce que je me disais que c'est une garantie de l'indépendance et de la sécurité de la France. Et j'ai vu les changements. Et depuis, je trouve que les plus grands intellectuels français, les plus grands, ceux qui lisent, qui ont une vision du monde, une vision du monde dans le détail, mais en même temps, globalement, les continents qui bougent, ce qui est en train de se passer dans l'espace, qui est en train de se passer sous les eaux, eh bien, ce sont les généraux et les colonels de l'armée. Il y a là, dans l'armée, aujourd'hui, j'allais dire les types les plus remarquables comme intellectuels français. Oui, mais quand on parle de hiérarchie militaire, derrière vous, là, sur la photo, on voit le général. C'est le premier, en fait, homme
politique. Vous allez approcher de très près. C'est pas un homme politique. Oui, c'est autre chose pour vous. C'est autre chose, c'est l'histoire. Oui. C'est vous dites, il marchait, on a l'impression qu'il avait le poids de l'histoire sur les épaules. Ouais. Et sa démarche. Et imaginez, quand on le regardait, j'étais un merdeux de 23 ou 24 ans, je regardais comme ça, je le voyais passer en uniforme ou en civil. Je me disais, mais il a rencontré Staline, Churchill, il a fait la guerre, ils ont abattu ensemble avec Roosevelt et tous les autres la dictature nazie du Troisième Reich. Bon, il avait tout ça, et c'est pourquoi que pendant tous ces voyages, je crois qu'il y a même une photo dans le livre, je suis derrière lui avec le Nagra, c'est-à-dire le micro, partout où il allait. Il était drôle. Oui, il y avait des formules. Des formules. Par exemple, voilà, 2 ou 3. Il y en a une qui m'a beaucoup appris, je vais en sortir 2. Il y en a une, en 61, il y a Alger, les étudiants qui se révoltent avec Claude Laguerriarde, et l'armée en face, ils se tirent dessus, il y a du sang. Et Michel Debré, Premier ministre, s'arrange pour aller voir le général de Gaulle. Après 23 heures, alors que le général ne voulait pas qu'on l'embête à ce moment-là, il vient et lui dit « Mon général, affolé, le sang coule à Alger ». Et de Gaulle le regarde, Debré, laissez-le sécher. Alors, à l'époque, c'était terrible. Mais depuis, je me dis, c'est une bonne leçon pour les politiques ou dans nos vies, de ne pas réagir tout de suite. Et quelquefois, je me dis, bon, allez, laisse-le sécher. Oui. Calme-toi. Et c'est ce que Milan a appris à François Mitterrand. Et la deuxième, si je peux raconter ça, la proximité entre De Gaulle et Yvonne. Au cours d'un voyage en Argentine, Amérique latine, il y avait 10 pays. En Argentine, je suis toujours derrière eux avec le micro comme ça. Et à un moment, après avoir traversé la ville où on entendait De Gaulle, Perón et Mismo Corazón, les deux, on les associait, il va visiter une hacienda. Et on lui montre des chevaux, des grands, des noirs, des petits, des poneys, tout, pendant 2 heures. Et il était là, il regardait, on voyait bien qu'il s'ennuyait. Et sa femme, de temps en temps, il faisait ça, elle le regardait. Et à un moment, il se tourne vers elle et lui dit « Yvonne, encore un cheval et on s'en va. » Et toute ma vie, même avec Nicole Avril, ma femme, quand on s'ennuie quelque part, je dis encore un cheval et on s'en va. Moi, j'ai adoré l'histoire. Vous racontez qu'il arrive avec sa voiture évidemment ouverte. Il y a des gens qui viennent le voir. Ils lui disent on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau, mon général. Et il dit on va vous en donner. Puis il s'en va. Vous en aurez. Il se rassit dans la voiture. Il part et à ce moment-là, il y a un coup de tonnerre et il y a la pluie. Les types le regardent. Ils disent mais c'est quoi? C'est Dieu qui nous envoie la pluie. Dont nous avons encore une autre. Il était myope. Enfin, on ne le sait pas. Et alors, des fois, il confond les trucs. Il confond, oui. Il y avait un troupeau de moutons. Ou un abbé qui s'appelait l'abbé Fulbert Youlou, qui était maire de Dijon. Il va vers lui, qui était en robe. « Bonjour, madame. Bonjour, madame. » Et bon, il y a tellement de choses à raconter sur le général de Gaulle. Il dit bonjour les enfants. Puis en fait, c'était des moutons. Non, vous savez tout, c'était un peu dans le livre. C'était un peu comme ça. Et peut-être une anecdote. À la fin du voyage, il y a la chute de Khrouchtchev. Il est remplacé par une troïka. Et tout le monde cherche une réaction. Bon, j'obtiens une réaction de Couve de Murville et mes affaires étrangères. Dans certaines circonstances, je vais le chercher à l'hôtel. Et Couve de Murville, c'était la classe. Il n'est pas convenable de, etc. Et je rentrais, il était dans la salle de bain en train de laver sa chemise et de l'étendre. D'abord, une surprise. Et ensuite, je vais sur le Colbert. Il y avait une dernière soirée avant le départ. Et De Gaulle dit à un couple, et il y avait une femme, il lui dit « Madame, sic transit gloria mundi » ainsi passe la gloire du monde. Elle ne comprend pas, il lui répète. Moi, j'enregistre. Et il y avait tous les confrères autour de moi. On enregistre la phrase. Elle fait les titres de toute la presse, pensant que c'était la réaction de Gaulle à ce qui venait de se passer en Russie. Sorti du contexte. Oui, complètement. Et c'est devenu la réaction officielle du général. Ça y est, voilà, le journaliste est lancé, c'est-à-dire qu'au fond, l'histoire se fait, vous amenez l'histoire, Jean-Pierre. Alors, c'est vrai que vous mettez votre photo à la place de celle de votre père pour avoir une carte de presse. Ce qui me permet d'entrer un peu partout. Ce qui me permet d'entrer sur les stades, au théâtre. Il était correspondant de François aussi. Voilà. Bon, laissez passer. Mais je veux dire, vous savez, je raconte le passé parce que c'est, comme vous l'avez dit, ma mémoire, mais en même temps notre mémoire de plusieurs générations. C'est d'une certaine façon des rencontres d'histoire. Oui. Et ça, c'est une chose. Et
Il y a une phrase de Tocqueville. Quand j'écrivais, je me disais à quoi ça sert, est-ce que, etc. Et l'éditeur, Jean-Luc Barré, m'avait poussé à faire cela depuis longtemps. Je ne voulais pas faire des mémoires. Et la phrase de Tocqueville dit à peu près « Si le passé n'éclaire pas l'avenir, l'esprit avance dans les ténèbres. » Je crois au passé pour essayer de comprendre les aventures, les drames d'aujourd'hui. Et le passé peut servir pour répondre au présent et en même temps pour forcer à imaginer l'avenir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est toujours les réformateurs qui parfois n'arrivent pas à réformer autant qu'ils le voudraient. Mais les types qui ont le culot de rompre parfois avec leur pays. Sadat. Oui, on va voir une photo d'ailleurs, votre interview avec Sadat. Et là, vous êtes dans l'histoire. Oui, j'ose pas dire oui, mais c'est ça. C'est ça avec lui. Willy Brandt, qui malgré l'ambiance de l'Europe et même la difficulté qu'il avait avec Georges Pompidou, qui le prenait pour un type qui faisait un double jeu, parce qu'il avait été maire de Berlin, ami des soviétiques. Et Brandt, contre tout le monde, toute l'Europe, même une partie de son pays, commence à discuter avec l'Allemagne de l'Est. Je suis correspondant en Allemagne, je suis au milieu, je suis le seul. Et ce sont les premières conversations qui vont aboutir, après avec Kohl, à l'unité de l'Allemagne. Quand j'ai commencé, il y avait 2 Allemagnes. Oui. Et j'étais correspondant à Bonn, parce qu'on n'allait pas à Berlin. Quand on allait à Berlin, c'était très compliqué, c'était l'autre Allemagne. Et donc j'ai vu cette évolution. J'ai vu, quand j'ai repensé l'autre jour, j'ai vu la guerre d'Algérie, la décolonisation, l'Union soviétique qui est devenue la Russie, les 2 Allemagnes qui sont devenues l'Allemagne unifiée. Il n'y avait pas de téléphone, et à plus fortement portable. Dans les maisons, il n'y avait pas tellement, les logements, il n'y avait pas tellement de douches. J'ai assisté à la transformation de nos sociétés. Oui. Oui, un autre exemple qui me vient comme ça, évidemment, c'est Poutine. Ce qu'on appelle le dialogue Normandie, c'est-à-dire la possibilité, format de Normandie, de se parler avec la France et l'Allemagne et les pays de la région. Vous dites, au fond, c'est vous qui y avez contribué. Vous avez rencontré Poutine à un moment où Poutine voulait dialoguer sur l'Ukraine particulièrement. C'est-à-dire qu'il venait d'annexer la Crimée, on n'aimait pas ça, et dans l'interview, il voulait simplement que l'on le diffuse dans l'intégralité, qu'on ne coupe pas, ce qui était l'habitude des Français qui l'interrogeaient. Donc on se met d'accord et il demande en aucune façon qu'on lui donne des questions, etc. Donc on arrive brutalement et on lui pose toutes les questions qu'il faut. Et je pense qu'on lui fait dire qu'il ne veut pas d'expansionnisme, il ne veut pas de la Grande Russie, il ne veut pas de ceci et cela. Mais attention, si l'OTAN et ses missiles arrivent en Ukraine, ça devient un casus belli. Mais c'était le Poutine encore fréquentable. Oui, vous dites d'ailleurs, je ne le reconnais plus aujourd'hui. Je ne reconnais plus, et d'autres non plus. Je ne comprends pas qu'il bombarde et tue des civils. Je ne comprends pas que son armée soit dans cet état et qu'elle viole. Je ne comprends pas les destructions. Je ne comprends pas les viols. Je ne comprends pas... Non, je regrette. Je les regrette. Mais... je me dis que depuis 2014, il fallait entendre cette petite musique de l'OTAN. Et quand il a créé ou proposé de créer le format de Normandie, il ne voulait pas des Américains. Obama faisait pression pour participer avec lui et le chef de l'Ukraine à la négociation sur la Crimée et l'avenir de l'Ukraine. Et lui, il disait non. Et il a dit à Obama, et il nous a dit, on n'en veut pas, parce que l'Ukraine, c'est l'Europe. Et donc, c'est la France. Si Hollande veut, il peut demander à Angela Merkel de venir. Et on fait quelque chose comme une formule. Donc c'est là où vous créez le format de Normandie. Le format, parce qu'il venait en Normandie pour l'anniversaire du débarquement. Et à partir de là, il y a eu les accords de Minsk qui reconnaissaient une autonomie au Donbass qui n'a jamais eu lieu. Le Donbass et l'Ukraine se sont tapés dessus avec des morts de tous les côtés. Et le résultat, la tragédie d'aujourd'hui. Oui, mais Jean-Pierre Elkabbach, dans ce livre, il y a tellement de choses. Il y a tellement... Moi, je ne suis pas... Tiens, j'ai envie... Albert Speer, architecte d'Hitler. Vous l'interviewez. Vous êtes jeune à ce moment-là. Vous savez, cet homme, ce qu'il a fait, ce qu'il a été... Et vous le rencontrez, vous racontez dans ce livre, par exemple, ça. Après, on parlera de votre conversation avec François Mitterrand, évidemment, sur Vichy. Mais ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez parfaitement. Et alors, ça explique et ça illustre ma curiosité
tous azimuts. Et puis en même temps, le fait que j'interrogerais même les pires. Si Poutine me donnait un accord, je retournerais le voir. Et je sais ce que je lui dirais, la manière la plus brutale. Oui. S'il avait fallu interroger à un moment Hitler ou Staline, je l'aurais fait. Parce que c'est notre métier. Et je l'aurais pas fait d'une manière complaisante pour dire vous êtes des hommes de paix, merci, Monsieur Staline. Vous n'avez pas fait les meurtres de comment s'appelle la ville polonaise où ils ont zigouillé 22 000 soldats polonais. Je lui dirais pas il n'y a pas de goulag chez vous. Mais on essaierait, parce que c'est notre métier, de révéler, oui. D'être des révélateurs. Et donc, quand vous rencontrez Albert Speer, vous savez que vous étiez celui qui aurait été envoyé dans des chambres à gaz. Ouais, vous l'avez dit, c'est oui. Vrai. Mais en même temps, je voulais voir à quoi ressemblait ce type, qui était un des seuls à dire schuldig au Nuremberg, c'est-à-dire coupable. Alors tous les autres avaient dit, on ne savait pas, nous, c'était Hitler, nous, et qui ont fini pendus. Lui, 20 ans de prison. Parce qu'aussi, il était allé voir Hitler en avril pour lui dire quittez le pouvoir, il est encore temps. Et Hitler lui a répondu non, il faut faire l'opération Néron, c'est-à-dire raser même ce qui reste de l'Allemagne, puisque les Allemands n'ont pas été capables de me défendre et de défendre leur pays, le Troisième Reich. Je m'en fous, tuez les vieux, les jeunes, les femmes qui restent. Et Speer, qui était son chouchou pendant des années, a refusé. Donc il a pu raconter ça au tribunal. Il a fait 20 ans de prison dans la prison de Spandau, qui était à Berlin. Et au bout de 20 ans, il est sorti. Oui. Il a écrit ses mémoires et c'est comme ça que j'ai pu... Oui, mais vous croyez à la rédemption, Pierre Elkabbach? Non. Vous croyez au pardon? Oui, d'une certaine façon, quand on a payé. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'on a payé tous les crimes? Et tous les crimes, les 6 millions de morts chez les Juifs, et puis 20 millions chez les Russes ou les Soviétiques, tous ces millions de morts. Mais je dis, pour d'autres types d'actions criminelles, il faut donner une chance, une voie où la peine a été appliquée, de réinsertion, de revenir, puisque nous sommes des hommes de toute façon. Oui. Et donc cette interview historique avec François Mitterrand, dans laquelle vous lui parlez de Bousquet, de ses amitiés avec le chef de la police de Vichy, et du livre de Pierre Péan qui est paru à ce moment-là. Et à un moment, il vous dit, je crois, mais qu'auriez-vous fait? Vous lui répondez, vous, Jean-Pierre Elkabbach, moi, je n'aurais peut-être pas eu le choix, Monsieur le Président. Oui, mais autre chose. Quand le livre sort, Mitterrand essaie de s'expliquer parce que même ses proches les plus proches font semblant de découvrir. Je pense qu'il y avait une hypocrisie collective et personnelle, même chez les proches. Et donc, il a besoin de s'expliquer. Et deuxièmement, sa thèse à lui, c'est la France n'est pas coupable, pas l'État français, mais une bande d'activistes usurpateurs du pouvoir et qui ont été attirés par le Troisième Reich et Hitler et Mussolini. Et donc, il a une position qui ressemble à celle du général de Gaulle et de Georges Pompidou. On ne gouverne pas, dit-il, avec la haine. Et assez de ressentiment dans la société française. Il faut plutôt rassembler, même si on faisait croire que tous les Français avaient été de grands résistants, ce qui n'était pas vrai. Et donc, Mitterrand essaie de s'expliquer. Il y a une ou deux fautes, et aussi de ma part de ne pas avoir poussé là-dessus. C'est qu'il, quelque part... il dit, je croyais que c'était des Juifs étrangers, où j'avais pas vu les étoiles jaunes en sortant de Vichy. Mais pour le reste, il s'explique, me semble-t-il, avec une grande sincérité, parce qu'il fallait qu'il réponde aux interrogations de ses proches. Et en même temps, il est au bord de la mort. Quelque temps après. Oui, et il le sait. Et il vous dit avant l'émission, soyez le plus dur possible. Et il dit, je ne suis plus président de la République. Vous n'êtes pas président de France Télévisions, ce qui était facile pour moi, mais lui. Et déjà, j'avais préparé des questions assez dures. Et là, il me donnait encore plus le trac. Parce que ce qui s'était passé, c'est qu'à deux, avec Pilan, son collaborateur, on l'avait quasiment porté devant le micro. Il n'avait même pas la force de tenir. Bon, il s'est passé plusieurs choses aussi. Et j'ai dû le voir 3 semaines avant sa mort. On a déjeuné ensemble. Bon, je passe sur le déjeuner, etc.
Et Emmanueli arrive, il veut prendre un café. Et on nous dit, est-ce que vous acceptez? On dit, bien sûr, il veut prendre le café. Et Henri Emmanueli, qui était un personnage important de la Mitterrandie, dit, François, Chirac et Juppé nous font des misères. On ne peut pas faire ça, ils ne nous laissent pas faire ça, ils nous attaquent. Et Mitterrand l'arrête en lui disant, Henri, arrêtez. Arrêtez. On leur a fait la même chose. On les a embarrassés. Alors, et attaqués. Regardez, Mitterrand presque mourant. Regardez le ciel. Il fait beau. Le ciel est bleu. On était en novembre-décembre. Sortez, allez marcher, aimez, vivez. La vie, c'est plus important que les querelles politiques. Oui. Et en descendant, je vous raconte, les marches, on partait ensemble. Emmanuel s'arrête au deuxième et il pleure. Il me dit comment? Il est mourant et il me fait une leçon de vie. Ben, c'était ça, Mitterrand, jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il m'a intéressé dans cette partie de sa vie où il assumait et essayait de surmonter sa propre maladie et la mort qui arrivait. Oui. Et en même temps de voir que tous ceux qui avaient quelquefois mangé du caviar ou qui avaient bénéficié de l'aura, de l'Élysée, des avantages, des palais, Oui. se barraient et essayaient de se mettre déjà à genoux devant les prochains qui pouvaient diriger. Vous citez Anne Lauvergeon, qui était proche, évidemment, collaboratrice de François Mitterrand, qui lui dit « Mais vous n'allez pas mourir !» Oui. Et qu'est-ce qu'il est il vous prend à partie, vous, derrière, sans qu'elle entende. Il y avait Alain et moi dans la bergerie. Il dit, quand je pense, parce qu'il avait parlé à 2 socialistes, il avait dit, vous l'entendez? Alors qu'elle est déjà en train de penser à la robe qu'elle mettra le jour de mon enterrement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de penser à Anne Lauvergeon, qui était une grande patronne de ce qui était Areva, qui a depuis disparu. À propos, je vois que le nouveau patron d'EDF va aller voir en priorité Flamanville. Alors là, c'est rigolo. C'est 13 années de retard et à peu près 10 milliards de déficit par rapport au prix initial. Et quand on dit que ça va... la centrale va marcher en 2023, j'ai entendu dire ça en 2018. Et à mon avis, 2023-2024, elle ne sera pas en train de fonctionner, ce qui est gênant pour nous. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, mais l'autre jour, je me dis, il faudrait quand même que Mme Borne et son président se mettent d'accord. Elle dit, je vais reprendre la phrase exacte, si je la retrouve, il est nécessaire d'identifier les réacteurs qui ne peuvent pas aller au-delà de 50 ans. Il y en a 10 comme ça. C'est-à-dire qu'elle veut que l'on ferme 10 centrales nucléaires dans les années qui viennent. C'est-à-dire annoncer une prochaine pénurie d'électricité avec des coupures et des rationnements, elle nous le dit. Et en même temps, le président de la République dit il faut prolonger au maximum la durée des réacteurs qui peuvent aller jusqu'à 60 ans avec toutes les garanties de sécurité. Qui il faut croire? Celui qui dit 50, celui qui dit 60, alors que les Américains, c'est 80 ans. Non, mais voilà. C'est vous, parce que je vois le journaliste qui veut influer les choses. Je leur passe rien parce que je veux la vérité pour les Français. C'est ça qu'il faut. D'ailleurs, vous dites, ça nous change de sujet, mais vous, parfois, Emmanuel Macron vous invite à déjeuner en tête-à-tête. Pas parfois, une fois. Oui, mais quand même, je le connaissais vous demande bien avant. Conseil. Non, il ne demande pas conseil, non. Il a besoin de personne, même pas de ses ministres ou de sa majorité, à la rigueur d'Alexis Collère, mais il a besoin de personne, et surtout pas de moi. Mais on échange sur l'idée de la succession. L'idée de sa succession qui a commencé dès qu'il a été élu. Il n'en est pas dupe. Oui. Et il me dit d'ailleurs, jusqu'au dernier quart d'heure de mon mandat, j'aurai des initiatives et je secouerai la société française. Je ne sais pas s'il le fera. Et sur la succession, il reprend une phrase, où je reprends dans les questions, une phrase que j'avais dit à Mitterrand, qui vous choisissez, lequel des vôtres vous allez appuyer, etc. Et Mitterrand d'un geste comme ça, genre, et puis il m'a dit, vous comprenez rien. Je n'appuierai personne. Parce que la France, c'est pas une monarchie. Il n'y a pas de dynastie mitterrandiste, etc. Ils se débrouilleront. Ils se débrouilleront, c'est son mot. Ils n'ont qu'à se débrouiller devant les électeurs. Et quand je dis à Emmanuel Macron, président de la République, vous avez vu sa phrase, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'était quand même pas mal. Mais je veux dire aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a 3 grandes personnalités africaines qui ont émergé, que j'ai beaucoup aimées. D'abord Mandela Nelson, que j'ai interrogé 3 fois, et je lui rends naturellement l'hommage qu'il mérite. Mais je pense aussi à De Klerk,
le président blanc de l'époque. Parce que j'avais appris, en allant en Afrique du Sud, à Johannesburg, que pendant peut-être 1 an ou 2, Klerk avait préparé Mandela aux fonctions qu'il allait avoir. Il l'invitait pour son anniversaire. Il a lui envoyé un hélicoptère qui l'a ramené. Il dînait, puis il l'a ramené dans le lieu où il n'était pas en prison, mais à ce moment-là, en résidence surveillée. Il lui filait les documents les plus secrets pour le préparer. Donc je dis, les deux méritaient ou méritent le prix Nobel à l'époque. Puis Kofi Annan, du Ghana, qui est resté 10 ans secrétaire général des Nations Unies. Et puis celui, j'espère qu'il considère aussi, qui est un ami, Alassane Ouattara, que je connaissais quand il a été directeur du FMI à Washington, qui est un personnage qui est respecté en Afrique et je crois écouté pour ce qu'il est en train d'obtenir comme résultat. Mais il y a d'autres pays qui montrent qu'ils peuvent se développer. Le Rwanda, le Nigeria, d'autres pays. Et puis un mot sur l'Algérie et le Maroc. Je regrette que la France n'ait pas une politique plus claire, globale, à l'égard du Maghreb. L'Algérie, c'est bien qu'il y ait une réconciliation. C'est pas moi qui vais dire le contraire, parce que je pense à ceux qui ont laissé leur vie, je pense à ceux qui ont laissé leur situation, et je pense à ceux qui essaient d'avoir la réconciliation, tout en sachant qu'il y a des politiques électoralistes en France, parce qu'il y a les harkis, les pieds noirs, et en Algérie, parce qu'il y a les soi-disant moudjahidines, qui ne sont que les petits-fils de ceux qui ont fait la révolution. Mais les petits-fils bénéficient de la rente de la révolution faite par les autres, l'Algérie. Mais je veux aussi le Maroc, parce que le roi Mohamed VI est en train de mener une politique de modernisation de l'Afrique et du Maroc. Et je pense à mes amis de Fès, d'Agadir, de Marrakech et surtout de Tanger avec mes amis Naïma et Abdeselam Chekour qui font tout ce qu'ils peuvent à Tanger pour développer avec des amis la ville. Et ce sont des pays, l'Algérie comme le Maroc, qu'il faut considérer en partenaire d'égal à égal, parce qu'en même temps, ce sont des ouvertures pour l'Afrique dont la France a besoin, pour ne pas laisser l'Afrique à l'impérialisme russe et à l'impérialisme chinois, les uns avec leurs milices et les autres avec la route de la soie. Oui, Jean-Pierre Elkabbach, hein, un édito là, je vous écoute, c'est extraordinaire. Je veux dire quand même, il y a des moments dans votre vie, vous racontez dans ce livre, Jean-Pierre, d'émotion évidemment quand vous vous trouvez devant le corps de François Mitterrand après sa mort. Vous racontez combien, vous dites ce corps-là, et porte l'histoire, et vous êtes seul avec le corps de François Mitterrand, rue Frédéric Leplé, et vous ne quittez pas le regard. Alain Duhamel et moi, nous avons été autorisés à nous recueillir devant la dépouille de François Mitterrand. C'était un honneur et en même temps, pour nous, chacun de nous, une sorte de bouleversement personnel. Toujours devant un mort, d'ailleurs. Alain était rentré avec François Léotard, qui n'avait pas pu résister, qui était sorti. Alain était resté un peu plus longtemps. Et moi, j'étais rentré avec Pierre Mauroy, et qui s'est penché sur cette épaule, à un moment donné, et qui a éclaté en sanglots, qui n'a pas pu résister, qui est sorti, au bout de quelques minutes. Et moi, je me suis forcé de rester, regarder Mitterrand et de me dire, c'est tant d'années de bataille, c'est tant d'années d'opposition, c'est tant de discours, tant d'écriture, tant de souffrance, un corps tout rétréci. Enfin bon, je peux pas le décrire, c'est émouvant. Et comme je dis, je suis sorti à reculons en regardant ce qui restait de François Mitterrand avec sa canne et son chapeau là. Et c'est une image qui me bouleverse encore. Oui. Qui me bouleverse encore. Oui. Et pourtant c'est lui, parce qu'il gagne l'élection présidentielle, qui conduit à ce que vous soyez viré. Qui m'envoie la NPE. Viré de la télévision. Alors le fameux soir où c'est vous qui annoncez la victoire, hein, le décompte, à ce moment-là, vous savez, quand on vous entend dire avec Étienne Moujotte, 5, 4, 3, 2, 1, vous savez que là, vous allez avoir la tête coupée. Je pense qu'il va se produire quelque chose. Oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez quand vous annoncez ce décompte-là? On vous dit, 1 heure avant, j'imagine, c'est Mitterrand qui a gagné. D'abord, on ne le croit pas. Avec Moujotte, on fait vérifier tous les chiffres. 52-48, on dit, bon.
Et à partir de là, on se dit, Étienne et moi, on ne rit pas, on ne sourit pas, parce qu'on dirait que nous réjouissons, ça y est, nous sommes convertis. Mais on essaie de ne pas faire la gueule, parce qu'on nous dirait, ils sont malheureux. Bon, on a fait la tête qu'on faisait, et beaucoup de gens, selon leur tendance, nous ont trouvé ridicules parce qu'on avait l'air de types qui étaient battus, ou alors qui déjà, se convertissaient, mais il y en a beaucoup plus qui pensaient qu'on pleurnichait. Des dernières minutes, vous dites. Mais en traversant le studio, Moujotte et moi, on a eu un choc, parce que des gens qui étaient la veille giscardiens disaient « Ah, enfin la liberté, on est heureux, enfin on va pouvoir... » alors qu'ils étaient à l'Élysée en train de manger dans les assiettes du palais. Oui. Bon, c'était comme ça. Mais c'est plus tard. Oui. Après, vous dites d'ailleurs dans les couloirs, quand vous arrivez après, vous dites ça sent l'odeur du sang. Il y en a qui sont excités par l'odeur du sang. Oui. Ce qui veut dire, en fait, ils veulent votre peau. Hein. J'ai beaucoup lu René Girard, que j'ai associé avec d'autres philosophes, parce que les philosophes m'ont toujours intéressé, les écrivains aussi. Nicole Avril, ma femme, est écrivain, une vraie écrivain. J'ai toujours pensé à ça et ils m'ont toujours aidé. Et René Girard dit bien, il raconte ce que c'est qu'une victime émissaire, une victime expiatoire, un bouc émissaire. À un moment donné de crise, une société a besoin de se payer quelques-uns. Je ne veux pas dire Jésus, à un moment donné, tel ou tel. À l'époque, on le tue et dans le sang, on se purifie. Et nous, on nous tuait symboliquement. Non, mais à la place de la Bastille, c'était il fallait avoir la peau de à la place de la Bastille, quand on a fait une enquête, il y avait peu de monde qui ont dénoncé les frères Duhamel, Moujotte aux chiottes, El Kabbach à la potence ou je ne sais plus quoi, et Duhamel là. Et puis c'est monté vers moi, peu à peu vers moi. Et de plus en plus de journaux disaient comme si j'avais été le vice-président de Giscard. Bon. Et je suis passé à la casserole. Et j'étais beaucoup à la NPE. Et attendez, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas tellement dit. C'est qu'avant l'élection législative, qui ont suivi l'élection de 2000, Georges Marchais, je vois des photos que je ne connaissais pas, Georges Marchais, au maquillage, il me dit, El Kabbach, attention, vous êtes sur les listes noires des socialistes. Je lui dis pas les vôtres. Il dit non, on veut pas. On veut faire entrer des journalistes communistes à la télé, mais on ne veut pas. On fait pas de liste. Mais attention. Et ce qui s'est produit, c'est que très vite. Oui. Mais Mitterrand me dira plus tard que c'est pas lui, que c'était un moment qui est parti, un mouvement qui est parti. Et j'ai essayé de dire le gouvernement de Mitterrand n'a pas fait... Parce que vous dites d'ailleurs, c'est le gouvernement, à un moment donné, Maurice Ulrich, qui vous dit, ben voilà, t'es viré. Il dit, c'est le gouvernement qui le demande. Dit, nous sommes virés, vous d'abord, et moi je suis le chef. Oui, et il sera viré après. Pierre Mauroy dit ce qu'il ne faudrait plus dire aujourd'hui, vous correspondez plus à la majorité du pays, dehors. Et voilà... Voilà, oui, non, mais attendez, il y a même une rumeur qui dit que vous vous suicidez. Non, non, mais on dit Jean-Pierre El Kabbach s'est suicidé. 2 fois, on m'a trouvé mort. 2 fois, on a avancé ma mort. 2 fois. Et la première, vous avez un choc. La deuxième, vous vous marrez. Moi, la preuve, ils vont se rendre compte que je ne suis pas mort, que je suis vivant. Non, mais vous avez des gens qui pleuraient, qui disaient qu'est-ce qui est arrivé. Oui. Mais enfin, encore une fois, c'est le passé. Mais je veux dire, j'ai aucune nostalgie. Je dis que ça m'a formé. Ça fait ce que je suis. Et donc, vous n'êtes pas mort, Jean-Pierre. Jamais. La preuve. Vous avez survécu à tout. À 2 reprises. Bah oui. Je l'ai dit, à force de volonté, de caractère. Au début, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas vendre des chaussettes, ni des casseroles, ni je ne sais pas faire le représentant de commerce. Je ne sais pas créer une start-up. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et puis, la deuxième fois, vous prenez l'habitude. Et vous en riez. C'est comme ça que le prix de l'indépendance. Parce qu'on va dire, mais El Kabbach, il est de droite ou il est de gauche. On va vous dire, mais il sert la soupe. Vous l'avez entendu, ça ? C'est ce que j'ai dit. Chacun, à un moment donné, estime que vous êtes dans le camp de l'autre. Et il vous le fait payer, il vous décapite. Voilà. Ça, c'est classique. Maintenant, ça se fait aussi, mais d'une manière plus sournoise. Il n'y a pas de tam-tam, mais vous voyez tel ou tel qui faisait des commentaires, qui a fait des sujets qui ne plaisaient pas, ils disparaissent. On lui dit rien. On dit rien, on dit... il a obtenu des responsabilités supérieures dans l'entreprise.
Et en fait, il a été mis dans un placard avant de le foutre dehors. Ah, à l'époque, c'était plus franc. Quand Marché vous dit taisez-vous, elle cabache. Oui, oui, enfin, mais c'est pas pour autant pour me faire taire. C'est parce que dans le questionnement, je m'entendais assez avec lui, c'est dans le questionnement, j'arrêtais pas de le titiller, et d'obtenir des phrases qui sont restées historiques. Et je m'intéresse, je l'ai dit tout à l'heure, à l'Afrique, mais j'ai assez d'admiration pour les Africains pour les alerter. J'ai envie qu'eux construisent des États avec du développement, avec de la justice, avec plus de corruption, qui respectent les jeunes et les jeunes adolescentes qui sont les graines de l'espoir de leur pays, et qui fassent attention. Et d'autre part, il faut les fixer en Afrique. Ils ont une part de responsabilité, les dirigeants, qui laissent partir une partie d'eux-mêmes vers la migration. Et ils les laissent partir vers les naufrages, vers les noyades, en pensant ces jeunes qui viennent dans des pays où on va leur faire des ponts d'or, ce qui est faux. Et on va s'en rendre compte encore qu'on va en expulser quelques-uns. Et le phénomène aujourd'hui, il n'est rien à côté du mouvement de gravité qui va se produire dans les années prochaines. On nous dit le réchauffement climatique, mais il va y avoir des sécheresses, des manques d'eau, des déplacements de population, des milliers ou des millions de migrants. Il faut que, à la fois ces pays et l'Europe aient une politique commune en matière de migration. Oui. Vous auriez pu être ministre, Jean-Pierre. On vous l'a proposé, non? Non, jamais. Non, mais pas là pour changer les choses. On m'a proposé une fois de me présenter à des élections. Non, mais il y en a beaucoup de journalistes qui ont passé le Oui, mais cap. pas moi. Je ne l'ai jamais voulu. On vous l'a proposé. On m'a pas proposé d'être ministre. Pour qu'on me l'ait proposé, il aurait fallu que je sois une jeune femme. Parce que la mode... Ah oui, la mode, c'est une jeune femme. C'est mieux que nous, les hommes. Surtout aujourd'hui, la mode, c'est ça. Et de toute façon, c'était pas mon job. Mon job, c'est le journaliste, c'est ma passion. Oui. Un journaliste non engagé, mais qui s'engage dans des causes, et pour des causes. Et je voudrais que Gisèle Halimi entre au Panthéon. Que Gisèle Halimi, le président de la République a dit qu'il allait faire une manifestation aux Invalides, etc., à cause de la pression de quelques bornés ou abrutis qui ont des intérêts locaux. Eh bien, elle n'y va pas. Il faut que, comme Simone Veil, elle ait sa place au Panthéon pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes. Oui. Et ça, je l'ai suivi. En plus, c'était une amie de Nicole Avril, ma femme, et c'était une amie, incommode, exigeante, intransigeante, avec qui j'ai pris des coups. Mais elle a sa place là, et je le dis parce qu'elle illustre la cause des femmes. Oui, mais il y a un mot. J'ai presque vu une expression qui tient en un mot, c'est « oser ». On vous a brocardé sur cette expression quand vous êtes devenu patron de France Télévisions. Vous avez dit « oser ». Et alors après, vous avez eu votre marionnette au Guignol de l'info et tout ça, on dit « oser ». Oui, alors... mais c'est un beau mot, mais c'est un beau mot d'ordre, vous avez l'impression... Oui, je le revendique. Je préfère ça à ce que si on avait dit « Monsieur le Peureux, Monsieur le Timoré ». Et comment j'ai trouvé osant? J'étais tout seul. C'était la première rencontre avec tout le personnel. Il y avait 3000 personnes. J'avais pas de cabinet, j'avais rien. Je me suis fait un petit discours. Et au moment de monter, je le jure, un discours avec manuscrit. Au moment de monter à la tribune, je relisais. Oser. Parce qu'il faut dire que TF1 écrasait la télévision publique. Et qu'à l'intérieur, on était déjà battus. Et j'ai regardé mes notes. Je dis, c'est pas possible. Si je dis oser, c'est vous. C'est nous tous, donc osons. Mais je ne savais pas qu'il y avait les caméras de Canal. En même temps, c'est beau. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on n'ose plus. La télé publique, ça manque d'audace. Elle ose. Et il y a les oses. Et celles qui osent, je veux dire, qui ont un courage admirable et devant lequel je tire mon chapeau. Enfin, si j'en avais un, je le tirerais. Oui. Ou ma casquette. Ce sont les femmes reporters. C'est elles qui ont le plus grand courage aujourd'hui en étant sur les lignes de front et en nous informant sur la guerre d'Ukraine, sur les guerres en Afghanistan, sur les guerres en Afrique. Et je veux leur rendre le plus vif et sincère hommage devant vous. Oui, incroyable, Jean-Pierre. Les rives de la mémoire, édition bouquin. Je voudrais quand même citer, parce que vous le citez, c'est vous, François Mauriac, et c'est vous qui citez cette phrase. Ce qui me frappe plutôt quand je considère ma vie, c'est la disproportion entre les moyens dont je disposais au départ et ce que j'ai obtenu. Le gain me paraît énorme si je considère la mise.
Je ne me plais pas à moi-même, je ne me déteste pas non plus. J'ai été aimé et haï. Plus aimé que haï, plus haï qu'aimé. Qui le sait? Ça, je ne sais pas. Mais je veux dire... Vous aimez, vous dites ça, j'aurais pu le dire. Vous auriez... Oui, c'est les nouveaux mémoires intérieurs de François Mauriac, que j'admire énormément, et que je lisais à Tanger il y a un an et demi. J'ai dit, tiens, on dirait qu'il parle de moi, Mauriac, alors qu'il ne me connaissait pas. Mais je veux dire, ce qui m'est arrivé à moi, enfant d'une ville d'Oran, une ville paumée, au début inconnue. Ce qui m'est arrivé à moi, enfant, je ne pouvais pas imaginer que ça m'amènerait tant de rencontres, un destin, le destin que j'ai eu la chance ou que j'ai la chance d'avoir. Et je dis, si moi je l'ai eu, des tas de jeunes, des banlieues, d'Afrique, de Paris ou de villes de province peuvent le créer s'ils veulent, s'ils travaillent, si ils rebondissent dans des crises, s'ils n'ont pas peur de s'exposer publiquement et de prendre des coups. Parce que c'est l'histoire qui jugera de ce qu'on a fait. Et dans mon travail, j'ai toujours, quand je faisais les matinales à Europe 1, pensé à ce qu'éventuellement des historiens diraient du travail que je faisais. Je me disais, dans 5 ans, si les types écoutent ce que j'ai réalisé jour après jour, ils diraient, ce pauvre type, il n'a rien compris à l'évolution de sa société ou du monde. Et disons que 2 à 3 fois par semaine, j'essaie de leur envoyer des petits messages pour lui dire, j'ai compris que ça bouge là, j'ai compris que l'espace bouge là, j'ai compris que l'inflation va arriver, j'ai compris que... et que j'étais dans le coup. Et ce que j'ai encore obtenu et vécu, d'autres peuvent l'obtenir. C'est pour ça aussi que j'ai voulu témoigner. Merci Jean-Pierre. Je pense, parce que ce chapitre introductif d'Oran, votre papa, et les derniers mots de votre papa, c'est « ne t'inquiète pas ». C'est vrai? Il vous dit ça. Oui. Et au fond, c'est le message de confiance de la vie. Et confiance. Oui. Et confiance peu à peu en toi. Vains ta timidité ou ta réserve, parce que j'étais comme ça. N'obéis pas aux modes. Pense que au bout de l'échec, il y a ta victoire. C'est dans le Mahabharata, un texte sanskrit il y a 5000 ans, qui a fait une pièce montée par Peter Brook, qu'un général battu, c'est 2 frères qui s'entretuent, le général battu est tout seul en rayon dans la forêt et il y a un étang. Il se rafraîchit et il entend une voix qui lui dit « Regarde bien ». Il regarde. « Qu'est-ce que tu vois ?» Il lui dit « Regarde bien, plus profond. Ta victoire est là. » Eh bien, c'est ça la vie. L'échec, mais il faut le surmonter en pensant qu'à l'intérieur de la défaite ou de l'échec, il y a souvent la victoire. Et j'adore la couverture de ce livre, Jean-Pierre. Les rives de la mémoire, tout ça, c'est des bouquins. C'est pas des journaux, hein, c'est des bouquins. C'est ça. C'est ça chez moi. Ils vous submergent. Ils sont en train de me submerger. Et la photo a été prise comme une plaisanterie. Parce que c'était la dernière photo prise par la jeune femme qui était venue chez moi. Elle m'a dit, mettez-vous derrière le petit bureau. Et je lui dis, je reste devant ce bureau. Mais je ne vous amène pas dans une pièce spéciale où j'aime lire, parce que je n'ose pas ouvrir la porte, les livres tombent. Je suis un homme du livre aussi. Merci. Jean-Pierre Elkabbach était mon invité. Les rives de la mémoire, publié aux éditions Bouquin, est un livre absolument incroyable. Si un jeune journaliste lit ça, il se dit, voilà, là, si j'avais le 10e de cette vie-là qui m'attend devant moi... C'est à eux de l'inventer. Aïe, aïe, hein. C'est à eux d'inventer la vie. Merci Jean-Pierre. Aïe, 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 avec l'accent de là-bas.